Bonjour à tous et bienvenue dans la table de marque, 5e émission. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On espère que tout le monde va bien, que ceux qui sont en vacances profitent à fond. On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de basket. Et cette émission, elle est spéciale pour nous parce qu'on a le plaisir d'accueillir notre tout premier invité dans la table de marque. Et niveau invité, on s'est pas foutu de votre gueule puisqu'aujourd'hui, c'est Alexandre Viaud, alias Xortek, qui est avec nous. Alexandre, du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, t'es le coach de la FFBB eSports, t'es ambassadeur de GameWard, tu fais aussi des streams et des vidéos pour eux. Sinon, on te retrouve principalement sur ta chaîne YouTube, sur Twitch. T'es Twitch partner d'ailleurs. Ouais. Ça va? Tu t'ennuies pas trop? Ouais, non, ça va très très bien. Merci pour l'invitation. Je suis hyper content d'être là. Au vu du programme qui m'a été présenté, ça va être très très cool. Donc, je suis grave content. Les gars, on va passer à la suite et pour clôturer l'émission de la plus belle des manières, on va se faire une petite bonne vingtaine de minutes pour faire l'interview d'Alexandre. Moi, il y a la première question que j'aimerais te poser et je pense que c'est la plus logique un peu pour entamer cette interview et c'est comment t'en es arrivé là où t'es aujourd'hui par rapport à Touquet? Est-ce que c'est par exemple le basket qui t'a amené à Touquet? Est-ce que c'est l'inverse? On sait que ça arrive aussi. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé le cheminement. Pour le coup, ouais, c'est le basket qui m'a amené à Touquet. Le basket qui m'a amené à Touquet, j'en ai fait pendant... Je saurais même plus dire, plus de 10 ans. J'en ai fait plus de 10 ans en club. Quand j'étais plus jeune, comme beaucoup de jeunes qui font du sport, je voulais devenir professionnel. J'avais fait, à la sortie de mon lycée, j'avais même fait des tapes de moi que j'avais envoyé à des coachs universitaires US. Pour des prep schools, j'avais reçu quelques réponses positives, mais avec des coûts astronomiques. Donc, autant dire que mes parents m'ont dit non, tu restes là. À l'époque, ce que je peux comprendre aujourd'hui, bien évidemment. À l'époque, je l'avais moins bien pris que ça, mais c'est plutôt logique en soi. Mais ouais, non, c'est d'abord le basket, c'est cette grosse passion et passion de la NBA, plus particulièrement, qui m'a rapproché de la NBA 2K. Ok, ouais, tu t'es mis au basket et très vite, j'imagine. Ouais, on a commencé sur du NBA Live. Okay, NBA ouais. Live, on a rapidement détourné sur du NBA 2K. C'était quelle année à peu près? J'ai commencé NBA Live. Je t'ai pas demandé, mais. J'ai 28 ans. Ok. J'ai 28 ans et le premier NBA Live que j'ai joué, c'était le NBA Live 2003. Ok, donc là, t'es dans ton prime, là, du coup, 28 ans. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Ok. Antoine, t'en avais une? De quoi? Bah, de questions, vu que c'est une interview. Bien sûr, non, mais juste pour dire, là, c'est vrai que tu rentres dans ton prime. On dit souvent que la meilleure période, c'est celle au moment où tu arrives à 31 ans. Du coup, on a hâte de voir comment tu seras dans 3 ans. Moi, c'est une question un peu en deux temps que j'aimerais te poser. D'abord, tu as parlé du coup de comment tu es un peu rentré dans le gaming et comment tu es arrivé sur Touquet. Moi, j'aimerais bien savoir quel a été le moment en fait où tu as décidé que tu voulais devenir professionnel? Est-ce qu'il y a eu un événement, un moment précis, un déclic, un truc où tu t'es dit j'ai le niveau, je suis trop fort, je veux devenir professionnel, donc je vais me mettre à fond là-dedans? Ou est-ce que ça s'est fait petit à petit? Et la seconde question, le deuxième, dans un second temps, j'aimerais bien que tu me donnes ta perception aussi, toi, de l'e-sport, que tu m'expliques en tant qu'acteur interne comment tu vois le e-sport et comment tu peux expliquer à quel point c'est quelque chose, c'est une vraie compétition qui demande des sacrifices, qui demande une préparation comme le sport de haut niveau, parce que bien souvent les gens ne s'en rendent pas compte. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, je me suis mis à la compétition et je suis devenu joueur pro de manière plutôt naturelle en fait. Je jouais avec des potes, j'avais fait une équipe, on s'est inscrit dans 2-3 compétitions, on a commencé comme ça. Ouais, exactement. Sur du pro IM. Après, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas tous les mêmes objectifs. Ouais. Donc on s'est séparés un petit peu chacun de notre côté. Je suis retourné avec d'autres personnes que je connaissais qui ont commencé un petit peu... on a commencé à performer comme ça de notre côté. Donc c'était Softy qui est actuellement chez GameWard avec moi, qui est le capitaine. C'était Mastour qui est le capitaine de l'équipe de France et qui est le meneur de l'équipe de X Gaming. Exactement. Ouais. C'était Brian Badji qui est aussi chez moi, qui est aussi avec moi chez GameWard. Donc on avait déjà une base très solide. Et Mikumu qui est devenu aujourd'hui... coach de GameWard. Donc on avait une base très très solide, on est restés tous très proches pour le coup, et on a commencé l'expérience du coup en montant une équipe de notre côté, et on a eu la possibilité via Brian, qui était joueur 1 contre 1 à l'AS Monaco eSport, de rentrer en tant qu'équipe Pro-AM là-bas, et c'est comme ça en fait qu'on a commencé cette expérience-là. Ouais, c'est génial, en fait c'est vraiment
un petit noyau comme ça C'est ça. de gars qui ont commencé ensemble et qui aujourd'hui vous êtes encore quasiment pour la plupart tous ensemble et tout. Là, très honnêtement, hein, si tu nous avais dit au moment où est-ce on a commencé à signer chez l'AS Monaco eSport, dans 3-4 ans, où il y aura une équipe belge, toi tu seras sélectionneur de l'équipe de France, Massour tu seras capitaine, Softy tu seras capitaine d'une structure comme GameWard, on n'y aurait pas cru. Tu m'étonnes. Et Incroyable, cette ascension. c'est fou, ouais. Surtout que ça a l'air de s'être fait assez rapidement parce que c'est vrai que l'e-sport sur Touquet est peut-être une des parties niveau e-sport qui s'est peut-être développé plus tard que d'autres, tu vois, genre par exemple la Ouais, scène c'est Call of une Duty niche. avait C'est déjà encore une niche, explosé bien avant, même la scène FIFA avait explosé, mais c'est vrai que vu que Touquet, comme tu le dis, c'est vachement niche, ça a mis un peu plus de temps à se développer, mais j'ai l'impression que ça s'est bien développé et d'un coup, direct, tu vois, c'est passé du côté un peu gaming traditionnel à l'ancienne, au côté pro, avec des vraies structures pro, etc. Bah, le fait en fait que beaucoup de structures, et la France là-dessus, c'est cool parce on a beaucoup de structures qui s'y sont intéressées très vite. Donc en premier avec l'AS Monaco eSport. Après, il y a Supremacy qui est arrivé. Ouais. Il y a plusieurs grosses structures qui sont arrivées par la suite, notamment avec des partenariats avec des clubs de basket. Je sais qu'avec Supremacy, on avait fait un partenariat avec le CSP Limoges. Il y avait aussi le club de Gravelines Dunkerque qui avait son équipe, l'équipe de l'Élan Chalon qui a toujours son équipe, l'Élan Wanted. Donc il y a pas mal de trucs qui ont ramené des gros noms et de la visibilité sur la scène et qui ont fait énormément prendre en crédibilité. Ouais. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont sous contrat, qui sont payés, qui ont un salaire tous les mois pour jouer à NBA 2K. Il y en a Alors pas c'est un beaucoup en truc, France. même il y a 5 ans, Ça aurait été c'était au tout inimaginable. début, tu vois, mais on se disait, ouais, laisse tomber, mec. Surtout que pour une scène e-sport, c'est quand même... Faut que tu payes une équipe au complet. C'est pas juste tu payes un joueur qui fait tout sur le Oui, terrain. puis Faut même que tu au-delà des payes joueurs, t'as vraiment. tous les gars qui sont autour, C'est ça. staff, nanana, les gars qui s'occupent de la com, les gars qui s'occupent d'aller chercher des partenariats et tout. Mais du coup, par rapport à vraiment spécifiquement par rapport à la FFBB, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que, tu vois, pour des trucs beaucoup plus connus et établis, comme par exemple le foot, tu vois, on sait comment Didier Deschamps il devient entraîneur de l'équipe de France, tu vois, parce que c'est un système classique, comme j'ai dit, qui est établi et que tout le monde connaît. Mais du coup, toi, comment tu deviens coach de l'équipe de France? Et est-ce que tu as été joueur de l'EDF avant? Ou est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? Ça s'est passé comment, du coup, le rapprochement entre toi et la Fédé? Et du coup, la question dans la question, c'est ça représente quoi pour toi d'être le coach de l'EDF? Alors, pour devenir sélectionneur du coup de l'équipe de France, ça s'est passé en fait que à la base, la Fédé, elle s'était investie dans l'e-sport, mais sur Rocket League. Ce qui nous a paru en tant que scène NBA 2K un choix très particulier qu'on comprenait pas forcément. Donc on avait été vers eux, les contacter, essayer de comprendre pourquoi, chose qu'ils avaient fait, donc ils nous avaient expliqué que c'était compliqué avec l'éditeur, qu'ils avaient l'intention de le faire, mais que ça se ferait pas tout de suite, etc., etc. Et donc là, je sais que c'était Poulpi en tout premier qui avait été revoir la fédération avec l'annonce qu'on allait participer à cette 3e édition FIBA, donc du tournoi qui a eu lieu il y a pas si longtemps que ça maintenant. Et Poulpi, lui, a donné mon nom en fait parce qu'il voulait travailler avec moi. C'est quelqu'un qui me connaît bien et il est présent sur la scène depuis un bon moment avec moi. Mon profil l'intéressait pour être avec lui à ses côtés, et on a été complété dans ce trio avec Calimero qui est du coup manager chez LDLC et Poulpi qui est manager chez Atlantid Wave. Donc je pense que c'est actuellement les 3 plus grosses équipes en France sur NBA 2K, donc on avait un trio qui était hyper intéressant et ça nous permettait bien évidemment d'avoir des points de vue différents et d'être plus d'avoir plus de possibilités de discussion et de choix. C'est vrai que c'est marrant quand même que la Fédé soit mise sur Rocket League à la base, sachant que en plus Rocket League c'est beaucoup plus proche du foot que du basket, tu vois, donc en fait ils se sont mis sur Rocket League mais sur le mode basket. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'ils avaient un mode basket. Donc c'était encore plus particulier, mais il y avait aussi ça, c'est aussi que le Rocket League est bien plus installé dans le monde de l'e-sport. Donc c'est aussi tout ce qu'ils nous avaient expliqué, et il y a beaucoup plus de facilité avec l'éditeur. Ouais. Parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, 2K France, c'est compliqué. Inexistant. Inexistant. On a fait une équipe de France officielle, Fédération Française Basketball. Pas un seul tweet de l'éditeur est parti de toute la compétition et de toute la phase de préparation qu'on a eue. Pas un seul. C'est vachement étonnant ça. Ouais. Parce que 2K France sont peut-être trop en retrait, c'est vachement, je pense, aux States que tout ça est géré, et puis ils sont plus à fond, je pense, sur la 2K League. C'est ce qu'ils nous disent quand parce qu'on a quand même des contacts chez eux où est-ce qu'on échange avec eux. C'est NBA quoi, donc du coup peut-être que. Ouais, mais à côté de ça, tu vois, en Espagne,
c'est tout le contraire. Ils ont poussé, c'est d'ailleurs grâce à ça en grande partie que Ave Mario a été drafté, parce qu'il était aussi poussé par la NBA Espagne, la Fédé espagnole, par Touquet Espagne. Il y a beaucoup de promotions qui ont été faites, donc évidemment le joueur est très talentueux, ça là-dessus il n'y a pas de souci, il mérite d'être drafté. C'est un big, non? C'est ça dans le jeu? Ouais, c'est ça, c'est un pivot. Ouais. Là il joue poste 4 parce qu'il y a eu des ajustements au niveau des Cavs, mais c'est un pivot de base. Mais il y a tout ça qui rentre en jeu, et malheureusement le fait que Touquet n'aide pas là-dessus, bah ça a aussi refroidi, je pense, la Fédé de base à venir. Maintenant ils l'ont fait, ils ont un pas dedans, ils ont un pied dedans, pardon, et ils ont fait les choses bien en plus, hein. Tout le week-end, tout le casque avait été mis en place, les studios, etc. C'était hyper bien fait. C'était hyper clean, donc, et pour du coup répondre à la deuxième partie de ta question, c'est juste une fierté de fou. Fierté de fou quand tu t'investis, toi, en tant que juste passionné de base, sur une scène que tu essaies de faire grandir par tes streams, par tes vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont venus voir et qui sont aujourd'hui au top sur la scène, qui m'ont dit j'ai commencé à m'y intéresser parce que je t'ai vu en stream, parce que j'ai vu tes vidéos. Moi je joue en mode carrière avec un de tes builds, ailier. C'est comme ça que je t'ai connu. Je tapais build ailier, je voulais un ailier capable de dunker, et c'est une des vidéos que tu avais fait au tout début de 2K21, et c'est comme ça que je t'ai connu. Et depuis, je passe ma vie au Rec Center, j'écrase des mecs. Il y a beaucoup de gens qui ont ce retour-là, et notamment beaucoup de gens qui ont commencé la compétition. Donc c'est un plaisir de fou, et quand on arrive au bout d'un moment à ce qu'on te contacte et qu'on te dise voilà, on voudrait que tu sois sélectionneur de l'équipe de France officiellement, c'est une fierté de fou. C'est une fierté de fou. Ouais, ça doit clairement être fou. Ça doit clairement être fou. Antoine? À mon avis, moi, je comprends ta fierté, et c'est quelque chose, à mon avis. En plus, toi qui es dans le gaming depuis longtemps, ça doit forcément être quelque chose de représenter tout ça. Surtout quand tu démarres juste en étant un mec qui kiffe NBA 2K, quoi. Tu te retrouves à faire des trucs de fou, quoi. De ouf. Franchement, je sais pas si des fois tu te poses et que tu essayes d'analyser le chemin parcouru, mais si un jour tu le fais, peut-être que tu te prendras une claque, mais voilà. T'as parlé de Paul P et de Calimero, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. T'as parlé de la proximité, notamment que tu entretenais avec Paul P, que c'est lui qui a été le premier à être en contact avec la FFBB. Moi, j'avais envie de te demander, c'est quoi votre relation, parce que tu as dit que vous étiez très proches, mais c'est quoi votre relation en tant que sélectionneur purement, en tant que collègue en fait? C'est quoi vos échanges? Comment vous préparez une compète? Comment vous préparez un match, et comment vous vous êtes organisé pour gérer l'équipe, sachant qu'en plus vous vous connaissez depuis longtemps. Donc c'est pas forcément évident des fois de mélanger professionnel et en même temps compétition. C'est vrai. Et sur ça, par contre, c'est quelque chose qu'on s'était mis d'accord dès le départ, parce qu'il a fallu qu'on fasse une sélection. Et une sélection de 20 joueurs, tout d'abord pour le week-end de combine et de tests qu'on avait fait, et ensuite qu'on réduise à 7. Et forcément, moi je suis chez GameWard, il y en a qui chez AW avec Poulpi, chez LDLC pour Calimero, donc on s'était mis absolument d'accord pour être neutre. C'est pas parce qu'un joueur est sous nos couleurs qu'on essaie de le pousser plus qu'un autre, on fait que confiance au talent et à ce qu'on voit. Et au niveau préparation, on regardait absolument, on essayait en tout cas de regarder tous les matchs de nos joueurs quand ils s'entraînaient ensemble. On était tous ensemble en audio, on échangeait, on se donnait points positifs, négatifs, on prenait beaucoup de notes, on essayait d'analyser aussi les matchs de nos adversaires qu'on allait affronter. Quoi, mais sur c'est ça. Vos gars aussi, quoi. Clairement, on essayait de faire au mieux là-dessus. Et par contre, là où on a eu des problèmes, c'est par rapport à la situation sanitaire, c'est-à-dire qu'on aurait largement préféré être aux côtés de nos joueurs quand ils ont affronté notamment cette demi-finale qu'on a perdue contre l'Allemagne, où est-ce qu'on aurait peut-être pu faire plus facilement des ajustements et faire les bons choix si on avait été à leur côté pour échanger plus facilement dans des locaux et auprès d'eux. C'est vrai que là, du fait que tout le monde était chez soi, tout ce genre de choses, ça n'a pas été ouais, c'est ça, ça a pas été pareil. Tu t'es senti un peu bridé en tant que coach? Clairement, c'était clairement moins facile d'échanger tous ensemble et de se mettre d'accord sur la stratégie à adopter. Donc je pense que pour les prochaines éditions, normalement, c'est même sûr, la France sera toujours là. Si je suis encore au Rennes, tant mieux. Et ça sera avec grand plaisir, bien évidemment. Et là, par contre, je demanderai, si la situation le permet, bien évidemment, à voir comment ça évolue, mais que ça soit fait en physique. Sur place, ouais. Clairement. Ouais, bien sûr, parce que je pense en plus que le côté distanciel, tu as parlé de la frustration que ça entraîne pour toi. Je pense aussi que ça entraîne de la frustration pour tes joueurs qui, si jamais ils arrivent à un point où ils n'arrivent pas à faire ce qu'il faut et tout, en temps normal, ils peuvent échanger avec toi et échanger avec tout le staff. Et là, ils ne pouvaient pas, donc ils doivent trouver leur repère,
solution tout seul. Après, sur ça, c'est encore quelque chose que les joueurs NBA 2K sont pas encore hyper habitués. Il y a peu de structures qui ont des coachs et qui ont vraiment un staff tout autour d'eux où est-ce qu'ils peuvent échanger au fur et à mesure. Mais je pense que ça aurait été une bonne première expérience pour beaucoup et ça leur a apporté en positif. C'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est un peu plus les joueurs et point barre, quoi. Ils se débrouillent Ouais, entre eux et c'est beaucoup ça, ils se mettent d'accord entre eux, les 5 en équipe, quoi. Exactement. Ok, ouais, je vois. Bah, Et du je coup- crois que il y a que GameWard qui a un coach actuellement. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Et du coup, question tactique, comment t'abordes tactiquement du coup un match ou une compétition avec tes joueurs? Ça se passe comment? Est-ce que c'est un peu comme sur du vrai basket où tu vas scouter un peu ce que font les autres équipes pour essayer de t'adapter? Parce Et que, parce que là, en l'occurrence, tu vois, vous avez perdu contre l'Allemagne alors que vous les aviez battus en poule Ouais. et que vous visiez le titre. Et là, tu viens de parler des ajustements que vous auriez pu faire si jamais vous aviez été en physique, etc. Nous, Hugo et moi, on n'est pas vraiment spécialistes de Touquet. On ne sait Mhm. pas de quels ajustements tu parles, tu vois. C'est quoi, en fait, les ajustements techniques, tactiques que tu mets en place en tant que coach? Franchement, moi, ça m'intéresse de ouf de savoir ça. Bah en fait, là, pour le coup, ce qui s'était passé, c'est que l'Allemagne, eux, avaient fait un ajustement. C'est-à-dire qu'à la base, ils étaient partis sur une compo à double meneur, si je dis pas de bêtises, pendant les phases de groupe, quand on les avait affrontés, et c'est là qu'on les avait éclatés. défoncer. Et au final, ils sont partis sur avec un meneur, un lock, donc un défenseur, et 2 postes 4 dans les corners pour avoir cette flexibilité au niveau des rotations défensives et surtout une grosse force au rebond. Alors que nous, de notre côté, on avait essayé de pousser ce côté double meneur, ce qui n'a pas fonctionné. On aurait peut-être dû essayer de partir sur, pareil, pas double PF, mais de partir sur un meneur et un poste 2 pour avoir peut-être un peu plus de défense, avoir un duo défensif sur le devant. Peut-être plus fort, parce que c'est vrai que le meneur de l'Allemagne nous avait fait très mal. Donc c'est des choses malheureusement qu'on ne saura jamais, hein. Mais ouais, ça va surtout dépendre sur ça et ça, justement en termes de préparation, on regarde beaucoup ça, hein, ce que font les adversaires. On se connaît tous sur la scène Touquet européenne. On sait très bien contre qui on va jouer, quelles sont leurs forces la plupart du temps, hein. Au bout d'un moment, quand tu passes toutes tes soirées à caster des matchs, à regarder des compétitions, des tournois, des résultats, tu connais tout le monde, donc tu sais à peu près comment ça joue. Et t'essayes, toi, d'adapter ta composition par rapport à ça. Ouais, bah, ça Vas-y, Antoine. rejoint exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure avec le fait qu'on se rend pas compte que l'e-sport, Ouais, c'est du sport de haut niveau. Et que, justement, j'ai et pas que- répondu sur ça, mais faut savoir que moi, j'ai fait un master en... C'est quoi la dénomination exacte de mon master? Management des organisations sportives, je crois que c'est ça. En gros, pour mon parcours scolaire, j'ai fait un bac techno-hôtellerie, donc rien à voir. J'ai fait un BTS hôtelier et responsable hébergement, rien à voir. Et l'hôtellerie, ça m'a saoulé. Et du coup, je voulais retourner dans le sport. Et du Ouais. coup, j'ai eu la possibilité de faire une prépa et ce master. Et le sujet de mon mémoire de ce master, c'était la relation entre l'e-sport et le sport traditionnel. Ok. Donc on en revient là-dessus et du coup essayer de démontrer que le sport traditionnel et l'e-sport sont tous les deux, demandent une pratique très sérieuse, la présence de coach, même si c'est pas un entraînement physique, c'est un entraînement mental qui est très très prononcé. Donc il y a tout ce côté-là à prendre en compte pour essayer de mettre les choses à peu près au même niveau et que les gens se rendent compte. Et ça impose des sacrifices. Puis pour le spectateur aussi, tant dans la manière de consommer que dans la manière dont c'est présenté, c'est très similaire, quoi, tu vois. Bah, T'as de des toute façon, commentateurs, t'as des compétitions, Ouais, t'as c'est des ça. stats, Puis t'as des comptes de médias qui en parlent et tout, tu vois. Genre, c'est comme si tu suivais un sport c'est classique, ça, en puis fait. tu vas toujours avoir la phrase de la personne qui ne connaît pas l'e-sport, qui dit je ne comprends pas comment tu fais pour regarder quelqu'un qui joue à un jeu vidéo. Le Mais classique. quand tu regardes un match de foot, tu regardes quelqu'un qui joue au foot alors C'est que tu ça. pourrais le faire également toi-même, c'est exactement la même chose, donc c'est assez drôle. Mais oui, il y a toujours cette barrière qui est largement en train d'évoluer pour le coup, donc il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte. Et tu vois, moi c'est ce qui m'avait énormément séduit chez GameWard, c'est quand on est arrivé, même si on est une équipe NBA 2K, donc qui est une scène qui est un peu moins mise en avant, ils nous ont clairement présenté tout leur staff, et c'était coach sportif, nutritionniste, coach mental, il y Tout ce qu'il a faut du pour que les mecs personnel soient bien, quoi. qui est ouais, pour le bien-être, il y a du staff pour la com, tout ce genre de choses. Donc il y a vraiment tout un écosystème qui est mis, comme ça peut être mis autour d'une équipe de sport traditionnelle en fait. Ça montre à quel point ça impose des sacrifices. Et d'ailleurs, dans cette lignée, l'e-sport, ça vient au JO en 2024, il me semble. Ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Ça Peut-être confirme, qu'il y ça aura du NBA 2K, on ne sait pas encore, hein, mais non, ouais, ça va arriver, donc c'est une très très bonne chose et on espère que ça va continuer d'évoluer dans ce sens-là, bien sûr. bah, c'est magnifique et ça confirme tout ce qu'on dit en tout cas. Et du coup, on l'a dit tout à l'heure, tu es ambassadeur de GameWard, donc qui est une Ouais, organisation gaming. Je connaissais de nom parce que je sais que j'ai déjà rendu des services pour eux il y a très longtemps. Ils avaient besoin d'un graphiste en ok, dépannage. Mais bon, enfin, c'était vraiment une autre époque. Mais du coup, tu vois, le nom me disait quelque chose. Et justement, quand on t'a contacté pour t'inviter, je me suis un peu renseigné, nanana. Je check le compte Twitter et là, je vois un tweet épinglé qui date de mars dernier où on voit Andrew Albici qui vous rejoint en tant qu'ambassadeur et tout. ouais, Et du coup, comme on peut le voir un peu partout sur tous les supports visuels de communication et tout qui viennent de chez GameWard, sur ce truc de Touquet. Il y a une sorte de partenariat du coup avec les Metropolitans 92, qui pour ceux qui ne connaissent exact. pas est un club, c'est le club de Levallois en Pro A. Raconte-nous un peu ce que fait GameWard en partenariat avec les Metropolitans, en ayant dans leur rang des garçons comme toi ou Andrew Albici en ambassadeur. Quel est en gros leur rôle dans le paysage pro d'NBA 2K? Parce qu'en fait, on sent que c'est le début d'une sorte de gros projet avec un immense potentiel, du coup, quand tu réunis deux organisations pareilles. Mais du coup, voilà, quel est l'objectif derrière tout ça? Et toi, du coup, quel est ton rôle dans toute cette organisation? Bah, du coup, l'objectif principal, c'est exactement ce qu'on a parlé juste avant, c'est de mettre en lumière cette relation entre le sport traditionnel et l'e-sport. C'est clairement un objectif qu'on a en commun avec GameWard et du coup les métros qui veulent également mettre de la lumière là-dessus. Donc on essaye de faire, avec la situation actuelle, hein, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui malheureusement ont été limitées, mais faire beaucoup d'événements, tu vois, on a reçu plusieurs joueurs des Metropolitans qui sont venus visiter les locaux, on leur a présenté tout ça, on a fait une session de questions-réponses, on fait également des streams avec Andrew Albici, où est-ce que C'est fou en ça. intro, on fait en gros un petit talk généralement avec un intervenant qui parle, donc ça c'est ou sur la nutrition, la préparation, la motivation, donc du coup, nous de notre côté, il y a moi pour le côté e-sport et surtout le côté host. Généralement, on invite un joueur NBA 2K ou un joueur de GameWard pour avoir ce côté e-sport. Et on a Andrew ou quelqu'un d'autre. On a reçu également Wesley Fofana, joueur de l'équipe de France de rugby, qui nous a partagé, c'était super intéressant. On a des échanges là-dessus. Et derrière, on part sur du gaming beaucoup plus détente. Donc c'est vraiment cette relation-là qu'on essaye de mettre en lumière. Et comme tu l'as C'est dit, vraiment le c'est côté, on quelque chose qui est... démocratise un peu C'est le ça, truc et on voit qu'il n'y a pas il y a pas de barrière, que c'est pas réservé juste à certaines personnes ou quoi, et que c'est vraiment exactement. open, comme le sport, quoi. C'est un truc qui est Exactement. open, qui n'a pas de religion, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de... Voilà, c'est pour tout le monde. Aucune discrimination. Mais je pense qu'au-delà du fait justement même de ton côté, de ton rôle de sélectionneur de l'équipe de France, où du coup tu dois apporter des résultats et être fort dans ton domaine, il y a aussi une mission dans laquelle un peu tu es investi, c'est celle de faire grandir l'e-sport et faire grandir la communauté. Et je pense que avec ce que vous mettez en place et ce que Touquet met en place, vous y parvenez vachement bien. Donc c'est lourd. En tout cas, c'est en pleine ascension le e-sport et nous on ne demande qu'à suivre ça. Ah, mais merci, c'est gentil. Mais ouais, je pense que c'est même mon objectif premier, hein. Depuis que je me suis mis sur NBA 2K, je m'en suis vite rendu compte, hein, que c'était une scène qui allait être compliquée. J'aurais pu décider de partir sur du Fortnite, faire des trucs où est-ce que j'aurais certainement des chiffres qui sont bien meilleurs que ce que j'ai à l'heure actuelle. Mais c'était pas ce qui me plaisait. Et là, ouais, faire grandir cette scène, faire grandir la scène NBA 2K en France et en Europe, c'est un objectif de ouf pour moi. Faire grandir l'e-sport également. Donc là, je suis en plein dedans. C'est un vrai bonheur et j'espère que ça va continuer de se développer. Ok, ok. Et petite dernière question, du coup, pour clore un peu cette interview. Tu te vois un jour bosser dans la 2K League ou alors est-ce que tu es bien ici en France à faire voilà, ce que tu fais avec GameWard, les Metropolitans, la FFBB, toi de ton côté avec ta chaîne YouTube et ta chaîne Twitch, ça te fait envie pour l'instant ou bof? J'imagine que ça va être dans un coin de ta tête, mais du coup, la suite pour toi, tu la vois comment on est plutôt sur du moyen long terme, tu vois, par rapport à la 2K League? Très honnêtement, ouais, ça C'est le serait très goal. très cool. C'est le Ça goal. serait le goal, je C'est sais comme les joueurs pas. de basket, c'est la NBA, Ouais, non? c'est la NBA, t'as toujours un peu cette vision-là, mais Ouais. pourquoi pas essayer de monter une 2K League européenne? Ouais, une conférence Europe, tu sais que ce Ouais, serait lourd. ouais, voilà. Ouais. Ça sera peut-être plus ça le goal actuellement, tu vois. Peut-être plus essayer de monter ça. Je sais qu'il y a des projets à droite à gauche qui commencent un minimum à se monter, mais encore,
ce qui ralentit énormément, c'est le Covid, hein, bien évidemment. Ouais. Donc on espère qu'on va pouvoir en terminer avec tout ça et qu'on va pouvoir avancer du bon pied de ce côté-là. Parce que même, je sais qu'il y avait beaucoup de LAN et beaucoup d'événements comme ça qui étaient prévus sur NBA 2K cette année et tout avait dû être annulé. Et c'est ce genre de choses qui, en termes de sponsoring, pourrait donner énormément de visibilité et du coup donner beaucoup de moyens à la scène. Donc on Ouais. attend ça avec beaucoup d'impatience. Mais en tout cas, c'est vrai qu'une petite équipe à Paris en NBA 2K League, clin d'œil, tu le sais mieux que personne, ça me ferait grave kiffer. Et ok, ça marche. Antoine, t'avais une dernière question pour Alexandre? Oh bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi la suite pour toi? Je sais que t'as dit tout à l'heure que c'est ta mission première de faire grandir le e-sport, mais c'est quoi la prochaine échéance, la prochaine étape, là où on peut te suivre dans le futur? Bah Le prochain là, gros event. le Ouais. prochain gros event, bah là, ça va être la sortie de 2K22 maintenant, donc il n'y a rien de prévu encore. Là, on arrive en fin de saison, euh, donc on va terminer de caster les grosses compétitions qu'on a. Si, les prochains gros events, ça va être dimanche prochain. Il y a un gros tournoi qui est organisé par un média belge, Tarmac Gaming. Tarmac? Ouais. Comme la marque. C'est pas la marque de Decathlon, Ok. si c'est ça la question. Ok. C'est j'ai eu un coach justement ce matin et c'est en gros la partie gaming de la RTBF qui est l'équivalent de France TV en fait Ah en oui, France oui, mais pour la c'est Belgique. ouais. Donc c'est quelque chose. Je serai en cast avec ADZ, le joueur à Vitality. Ok. Donc quelque chose de très très lourd. Avec la diffusion d'un tournoi, donc ça va être la prochaine échéance que j'ai, ça va être ça. Ce soir, je suis encore en cast en anglais pour la 2K Major Major League. Major Donc League. on essaye d'être un peu partout, pouvoir continuer avec GameWard, ce qu'on Ouais, espère Bah, aussi. On va vrai voir que quand ça je te suis cet sur été. Twitter, je vois t'es tout le temps en train de faire des trucs. Je me dis, mais ce mec-là, On est essaye. hallucinant, quoi. C'est une machine. On essaye au maximum parce qu'il faut être un peu sur tous les fronts. Parce que mine de rien, c'est aussi une scène qui, en termes de rentabilité, est pas encore hyper rentable. C'est dur pour Donc moi, je l'instant. sais que si je veux vivre de ça, il va falloir que je multiplie les trucs à droite à gauche. Donc c'est clairement mon objectif. Ok. Ok, Ok. bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, c'était super intéressant. Grand Et c'est plaisir, vrai merci que- à vous pour l'invitation. Bah avec plaisir, et c'est vrai que tu vois, pour nous, on s'y connaît un minimum, etc., pour voir à peu près comment ça se passe, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont complètement étrangers à ça, ou même, tu vois, la génération de nos darons, tu vois, bon, bah eux, ils Ah, bah, connaissent ça, juste clairement. pas, quoi, mais justement, je trouve que c'est quelque chose de génial, parce que, tu vois, comme pour tout, tu vois, nous, on fait partie de cette génération un peu de darons du truc, mais tu vois, quand on sera des vieux cons sur une chaise roulante, bah les générations de demain, tu vois, eux, ils auront connu ça toute leur vie, et pour eux, ce sera Ouais. un truc normal, quoi, tu vois, et du coup, je trouve ça grave intéressant, ce genre de nouvelles disciplines numérico, je sais pas trop comment on peut l'appeler, mais voilà, tout ce qui concerne l'e-sport. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment tous les deux, Alexandre et Antoine. Comment ça va? Ça s'est bien passé? Clairement. C'est très Écoute, cool. ça a été un plaisir de t'avoir en tout cas, Alexandre. Merci beaucoup. Notre premier invité et c'est clairement pas un raté. On est hyper fiers de t'avoir eu et d'avoir échangé avec toi. Et au plaisir, pourquoi pas, de rééchanger dans le futur. Franchement, merci beaucoup. Alors là, avec grand plaisir. Magnifique. Magnifique. Magnifique, messieurs. Bah écoutez, merci à vous et merci à vous qui nous avez regardé et suivi encore une fois. N'hésitez pas à soutenir un petit pouce, un commentaire, nanana. Envoyez cette vidéo sur vos réseaux ou dans les conversations avec vos potes. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et comme d'hab, le rendez-vous est coché dans l'agenda. Messieurs, merci beaucoup encore une fois. C'était un plaisir. Ouais, Plaisir clairement. partagé. Allez, ciao l'équipe et rendez-vous mardi prochain pour la nouvelle table de marque. Ciao l'équipe. Ciao.